Après cet univers de machines et de technologies, revenons à la Terre. Et vous allez voir que le futur, ce n'est pas seulement les robots, ça peut aussi être de redécouvrir les vertus des pratiques ancestrales. Car comment cultiver au mieux la Terre pour en tirer de quoi nous nourrir sans pour autant l'appauvrir ni la polluer? Depuis plusieurs années, les alternatives à l'agriculture intensive se multiplient. Et l'une d'entre elles, en plein essor, c'est la permaculture. Une forme d'agriculture en harmonie totale avec la nature qui va encore plus loin que l'agriculture biologique. En permaculture, on recrée tout un écosystème en faisant collaborer les espèces entre elles, en préservant le sol et en utilisant des pratiques traditionnelles venues du monde entier. Redécouvrir ce savoir et l'optimiser, c'est le quotidien de Charles-Hervé Gruyé dans sa ferme en Normandie. Tout comme Joseph Holzer en Autriche, qui est parvenu à dompter le relief et le sévère climat de la montagne et récolte même des cerises à 1500 mètres d'altitude. Au cœur de la campagne normande, à 1 heure de Rouen, se trouve une ferme pas comme les autres. Au bec et loin, on pratique l'agriculture de demain, sans pesticides, sans engrais chimiques et avec très peu de pétrole. En quelques années, cette ferme est devenue la référence en France de la permaculture. À la tête de ce véritable jardin-laboratoire, Charles et Perrine, un couple de néo-ruraux atypiques. J'avais rêvé d'être paysan quand j'étais ado, mais on m'avait dit « mais non, t'es un petit parigot, c'est pas possible, c'est trop dur ». Et du coup, je suis devenu marin, et puis l'âge venant, je suis revenu à ce premier amour d'être paysan. Et ma femme adorée a quitté ses tours, ses gratte-ciel, ses buildings aussi pour se mettre les mains dans la terre. Donc c'est vraiment une aventure familiale. En permaculture, on mise sur une couverture végétale des sols permanente pour les protéger et éviter l'érosion. Pour cela, on favorise la biodiversité en associant les cultures, à l'opposé de l'agriculture intensive qui pratique exclusivement la monoculture. Il y a plein d'intérêts à mélanger les végétaux, ils se protègent mutuellement, ils écartent les insectes ravageurs, etc. Et ça permet aussi de tirer parti de chaque rayon du soleil. C'est-à-dire que pas un rayon du soleil ne va tomber au sol sans être capté par une feuille. Voilà une association intéressante. On a des fèves qui poussent en hauteur, des petits céleris qui viennent d'être repiqués, il y a déjà eu une culture avant. Les fèves font partie de la famille des légumineuses ou fabacées. C'est des plantes qui ont la propriété de fixer l'azote atmosphérique, qui est un gaz, et le transformer en fertilisant dans le sol. L'azote, c'est un engrais naturel qui évite l'utilisation d'engrais chimiques polluants, comme c'est le cas dans l'agriculture intensive. Pour fertiliser davantage les sols, là encore, au bec et loin, on fait appel à la nature et aux savoirs ancestraux. Perrine est allée chercher au Japon une méthode originale. Ça, c'est un seau de bokashi. En fait, on pourrait le comparer à un compost, mais lui est fermenté. Par rapport au compost classique, le compost classique, je mets tous mes déchets, tous mes résidus de cuisine ou même mes déchets de jardin, je les laisse se décomposer dans un coin. Ici, c'est exactement la même chose, sauf que je vais mettre tous mes déchets dans un milieu anaérobie, sans oxygène, c'est pour ça que j'ai un couvercle pour fermer. Alors le principe, c'est d'obtenir par l'action de fermentation un substrat, c'est-à-dire comme un compost, qui va être très riche en minéraux et en nutriments, c'est une chose, mais aussi très riche en micro-organismes, en bonnes bactéries. Un engrais surpuissant 100% naturel que Perrine mélange avec joie au compost classique qui sera répandu sur la terre pour l'enrichir. On est parti. Rien ne se jette, vous en avez la preuve là, et tout est réutilisé dans l'écosystème, au sein même de l'écosystème. Pour préserver cette fertilité, en permaculture, on travaille au minimum les sols, à l'inverse de l'agriculture classique qui pratique un labourage intensif. Car remuer une terre, c'est à terme l'appauvrir. La fertilité des sols est le fruit de la synthèse entre des éléments d'origine minérale et l'humus, constitué d'éléments organiques comme les vers, les champignons, les végétaux et les bactéries. Lors du passage répété des machines agricoles, l'humus, la partie vivante de la terre, est dispersé et ne peut plus accomplir sa mission de fertilisation. Pour conserver la fertilité naturelle de la terre, ici,
on pratique la culture sur butte, une méthode qui ne présente que des avantages. On peut partir d'un sol médiocre et réellement l'améliorer. Autre avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins besoin d'arrosage, parce que l'eau reste plus dans la butte. Les cultures sont très denses, donc elles recouvrent tout d'une canopée de feuilles, ce qui limite l'évaporation. Et puis c'est extrêmement productif. Et quand il faut labourer, Charles travaille à la main ou se sert d'un cheval. Un choix qui lui permet de travailler la terre de manière plus douce, sans recours aux énergies fossiles. C'est un autre grand principe de la permaculture. Car en France, près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre proviennent en effet de l'agriculture intensive, puisque les tracteurs utilisés consomment beaucoup de pétrole. Il faut jusqu'à 12 calories d'énergie fossile pour qu'une calorie alimentaire arrive dans nos assiettes. Ici, on redécouvre que la main humaine peut faire des choses que le tracteur ne peut pas faire. Et en particulier, prendre un soin extrême du sol. Oh, tout doux, tout doux. Des sols riches, pas de pollution chimique et des cultures associées, à la ferme du Bec et Loing, les rendements sont plus qu'intéressants. Chaque semaine, les habitants du village se pressent pour acheter leur panier de légumes bio et de grands chefs parisiens viennent aussi s'approvisionner chez Charles et Perrine pour le goût incomparable de leurs produits. La productivité extraordinaire obtenue dans ce petit coin de campagne normande est parvenue jusqu'aux oreilles des scientifiques de l'Institut national de recherche agronomique. Depuis 4 ans, François Léger étudie les méthodes de mise en place à la ferme du Bec et Loing et les résultats de son étude confirment que la permaculture est un modèle performant. Les choix techniques qui sont faits sont efficaces. C'est qu'on a un très bon niveau de productivité, un niveau de productivité qui est lié au rendement au mètre carré, mais qui est surtout lié à la multiplication des cultures au cours du temps. Parce qu'on produit beaucoup par unité de surface, avec finalement des investissements qui sont relativement faibles, puisque l'essentiel du travail, voire la quasi-totalité du travail est manuel. Ce nouveau modèle économique et écologique s'avère séduisant pour les agriculteurs. Mais peut-on faire de la permaculture partout ? Direction l'Autriche, à 100 km au sud de Salzbourg, dans la région montagneuse la plus froide du pays, surnommée la Petite Sibérie autrichienne. Ici, avec 170 jours de gel par an et des températures qui peuvent atteindre les moins 20 degrés l'hiver, par définition, rien d'autre ne pousse qu'une marée verte de sapins. Et pourtant, dans la ferme du Krameterhof, on mise sur la permaculture pour apprivoiser ces éléments naturels. Depuis 6 ans, Joseph a repris la ferme de son père Sepp Holzer, le pape autrichien de la permaculture. Il allie aujourd'hui un savoir acquis sur les bancs de l'université de biologie à une fine observation de la nature. Je suis un paysan. C'est clair, la question ne se pose pas. Bien évidemment, j'essaye d'expérimenter le plus possible, de faire des recherches. Mais je suis et je reste un paysan. Aujourd'hui, la ferme du Krameterhof s'étend sur 40 hectares. Mais comment les Holzer sont-ils parvenus à dompter l'hostilité de ce relief ? La végétation montagneuse par excellence, ce sont des sapins. Mais leurs racines, peu profondes, n'empêchent pas l'érosion des sols au moindre ruissellement des eaux de pluie. Pour cultiver sur des pentes aussi raides, le père de Joseph s'est inspiré des rizières de Bali, en Indonésie, pour créer un système de terrasses. Quand on a affaire à une pente avec une grande surface d'écoulement et que l'on crée une terrasse, l'eau pénètre mieux dans le sol. On a donc plus d'humidité et moins d'érosion. Résultat, des cultures étagées sur 400 mètres de dénivelé d'une extrême diversité. Légumes, céréales, champignons, arbres fruitiers, herbes médicinales, mais aussi poissons, écrevisses et même volailles. Mais dans cette région, le climat est froid et sec. Alors l'agriculteur a mis au point un système d'irrigation très ingénieux. Il a choisi d'utiliser l'eau des sources de montagne pour alimenter des étangs artificiels qu'il a répartis sur toute la surface de son terrain.
Une seule source alimente en effet une dizaine d'étangs reliés entre eux par des bassins dont l'objectif est de nettoyer et de régénérer l'eau entre deux étangs. Et dans chaque bassin intermédiaire, c'est l'association d'éléments naturels qui va jouer ce rôle purificateur. En guise de filtration, des pierres poreuses accrochent à leur surface les bactéries contenues dans l'eau. Quant aux plantes aquatiques, comme les nénuphars ou les papyrus, les plus touffus retiennent les gros déchets, tandis que les autres se nourrissent, via leurs racines, des nitrates provenant des déjections des poissons. C'est donc une eau purifiée et riche en oxygène qui circule d'un étang à l'autre. Résultat, ces étangs sont un vivier d'écrevisses et de poissons, et ils contribuent à créer un microclimat bénéfique à toutes les cultures. Dans ces étangs, l'eau se réchauffe lentement et la chaleur emmagasinée va tenir longtemps avant de s'atténuer progressivement. Donc cela va réguler les températures. Le phénomène d'évaporation aussi est important et la forte humidité favorise un microclimat. Et voilà pourquoi, grâce à ces pièges à chaleur, on peut trouver à 1500 mètres d'altitude des cultures fruitières de plaine comme les cerises, les pêches, les abricots ou les kiwis. Dernier principe de la permaculture, dans la nature, rien ne se perd. Tous les éléments végétaux ou animaux sont des partenaires écologiques avec une multiplicité de rôles. C'est pourquoi les chevaux et les vaches non seulement fertilisent les champs avec leur déjection, mais sont aussi de parfaites tondeuses naturelles que Joseph déplace au gré des parcelles à désherber. Même chose pour les cochons. Et afin de créer la race idéale pour l'entretien de son exploitation, l'agriculteur mélange des espèces de sangliers et de porcs domestiques. Pauvreté des sols, sévérité du relief et du climat, la permaculture semble n'avoir aucune limite géographique. En Jordanie, on a même réussi à reverdir une parcelle de 4 hectares dans le désert de Wadi Rum. Un modèle agricole performant et respectueux de l'environnement qui devrait séduire de nombreux agriculteurs. Coin, coin.